Ok, bonjour à tout un chacun. Je suis Abdoulaye Bari, le host, l'organisateur de cet événement qui n'est pas à sa première phase, espérant aussi pouvoir continuer à impacter les gens, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, je suis actuellement responsable qui a ce pays de Andrit Hydro. C'est une multinationale suisse qui intervient dans le cadre d'hydro-énergie en Guinée. Donc, présentement, je suis le responsable pays. Donc, M. Ibrahim Khalil, vous pouvez vous présenter aussi. Allô, M. Khalil? Désolé, j'étais off. Donc, je disais que j'étais Ibrahim Khalil Gueye. D'abord, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Ibrahim Khalil Gueye, président de l'ONG Organisation pour le changement positif, alumnus des programmes Yali Dakar et Mandela Washington Fellowship. Donc, acteur de la société civile évoluant dans plusieurs petits domaines. Ok, enchanté et un acteur connu. Monsieur Salam? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je suis Abdul Salam Diallo. Je suis aussi Mandela Washington Fellow de 2016. J'étais à Kansas. Vous voyez le drapeau derrière moi, c'est le drapeau du Kansas. Pratiquement, on a un souci de réseau. En tant que coordinateur des achats et de la logistique pour une organisation internationale qui s'appelle Helen Keller. Et en même temps, j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Guinea Goes Green, où nous exerçons des activités de leadership. Voilà, c'est tout moi. Merci, bienvenue. Je serai très heureux de répondre à des questions. Merci. Monsieur Alpha Diallo. Alors, je me nomme Alpha Diallo, comme vous l'avez constaté, et j'évolue dans le cadre de la santé, sécurité au travail et environnement, avec environ 8 ans d'expérience dans le cadre-là, et aussi j'interviens souvent sur les questions, ce qui m'a donné la latitude de rencontrer Abdoulaye Bari en 2016 à Dakar à travers le programme de Young African Leaders Initiative. La cohorte, je crois que c'est la session 2. Oui. On s'est rencontrés là-bas et à la suite de ça, aujourd'hui, j'ai bénéficié du public management à l'Arizona State University à travers le Mandela Washington Fellowship aussi, et bénéficié aussi d'autres formations liées au business entrepreneurship dans le cadre de la mise en place de mon entreprise, aujourd'hui dénommée GreenDev SAL. GreenDev a été mise en place depuis 2018. Après cette formation du YALI sur le business entrepreneurship, comment faire son business plan, son pitch et comment être agressif sur le marché. Donc aujourd'hui, GreenDev existe. Parallèlement, je gère une ONG en tant que directeur exécutif qui a bénéficié des fonds du Fonds français de l'environnement mondial dans la gestion du parc national du Haut-Niger, qui s'étend aujourd'hui dans la région de Farana, en passant par Dingira et Dabola et Kouroussa, et d'une part, d'autre part aussi à travers des connexions sur le parc national du Moyen-Bafing. Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement et j'espère que ces échanges d'aujourd'hui nous feront comprendre encore mieux les concepts de leadership et entrepreneuriat, surtout dans les zones très enclavées, dans les collectivités locales. Et comment booster ça. Merci. Ok, j'ose dire que chacun d'entre vous déjà a un parcours très impressionnant et très riche d'expérience. Et je pense dire également que les gens qui voudront ou qui vont avoir la chance de suivre ça auront beaucoup d'expérience en vous écoutant. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par introduire une plateforme que j'ai pu créer le mois surpassé,
Mindshapers. Le but de Mindshapers, déjà, c'est une chaîne YouTube qui permettra d'alimenter les interactions que j'aurai avec des gens, que ce soit en ligne ou en présentiel, n'est-ce pas, pour créer plus d'influence, voilà, dans la société. C'est ça le but principal. Et aussi, je vais commencer à m'adresser à M. Diallo Alpha. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte très difficile parce que nous voyons nos écoles produire des diplômés, surtout la quasi-totalité de ces diplômés-là n'ont pas d'emploi et beaucoup restent inertes. Voilà, ils restent à la maison, voilà, ils ne font rien. Ils n'ont aucune débouchée intellectuelle qui les permette de créer ou de fonder une entreprise ou avoir un boulot. Maintenant, l'alternative, on a déjà vu, il y a pas mal de gens qui se battent aujourd'hui pour créer des entreprises qui entreprennent des activités à but lucratif ou non lucratif. Donc, le concept entrepreneurial est un enjeu majeur du XXIe siècle. Donc, d'après votre expérience, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à l'entrepreneuriat? D'ailleurs, c'est quoi l'entrepreneuriat? D'accord. Merci pour cette question. J'aimerais juste préciser que l'entrepreneuriat n'est pas forcément à but lucratif. Il y a beaucoup de gens qui nous font comprendre que celui qui veut entreprendre, il doit obligatoirement se faire un profit à côté. Tout ce que l'être humain, ça c'est selon ma compréhension des choses, tout ce que l'être humain peut faire comme action, tout ce qu'il peut entreprendre, tout ce qu'il peut décider de faire ou d'agir au sein de sa communauté, cela est appelé une entreprise ou un entrepreneuriat. Je le comprends comme ça et c'est ce qui a fait depuis 2011. J'ai découvert ce qu'on appelle l'entrepreneuriat sociaux. Les entrepreneurs sociaux sont des gens qui, au début, viennent avec une approche de résoudre des problèmes de la société et de côté, ils arrivent à se faire un peu de profit. Donc, voyant le nombre de débouchés qui viennent dans le marché de l'emploi chaque année, on comprend que la formule des écoles n'est rien d'autre que de produire des employés et au lieu de produire des cadres qui vont permettre d'employer d'autres. Donc, cette approche, elle est à réviser et je vois que les universités ont tendance à revoir cette initiative en vue de permettre à plus de gens de bénéficier des expériences locales, des expériences d'autres personnes et d'utiliser ça dans un aspect solutionnant les problèmes au lieu d'en créer d'autres. C'est comme ça que je perçois l'entrepreneuriat. Je trouve ceci comme étant toute action entreprise par un individu pour résoudre un problème de sa société. À partir de ce moment, on appelle ça entreprendre. Il entreprend pour résoudre un problème. Si, à la suite de ce problème, il gagne des intérêts, il devient automatiquement un entrepreneur qui agit pour le but lucratif. Si c'est la communauté qui bénéficie des intérêts, nous appelons ça un entrepreneur au service de sa société ou entrepreneur social. Donc, c'est comme ça que je le perçois. Merci. Voilà. Et M. Ibrahim Khalil Gueye, on comprend par là que voilà, toute activité, n'est-ce pas, générant ou résolvant un petit problème, déjà, c'est une entreprise, un business. Maintenant, compte tenu de notre pays, la Guinée, on a vu pas mal de gens qui sont au chômage. Voilà. Est-ce que entreprendre, c'est une solution, surtout pour la Guinée? Monsieur Khalil, vous êtes en mute. Merci pour la question, Alpha. Je pense que entreprendre est une grande partie de la solution. Il faut juste que certaines mesures y soient appliquées, en fait. Je pense qu'entreprendre sans discipline ne résoudra pas notre problème. Il faut qu'il y ait une certaine discipline dans le domaine entrepreneurial. Il faut que cette discipline-là se voit tant au niveau des entrepreneurs qu'au niveau de l'État pour qu'on ressente vraiment les effets de la création d'entreprises dans notre pays. Donc, je pense que l'entreprendre ne suffit pas. Il faut respecter certaines règles que Alpha pourrait peut-être mieux expliquer. Je ne suis pas vraiment entrepreneur. Et bien que je conduis depuis 4 ans la commission emploi entrepreneuriat jeune au sein du réseau africain. Je pense que
créer une entreprise ne suffit pas. J'en ai l'expérience. J'ai créé une entreprise qui dort en ce moment parce que je n'ai vraiment pas eu le temps de consacrer en fait une partie de mon temps à ça. Du coup, l'entreprise n'existe plus. Et bon, en tout cas, l'entreprise elle est dormante en ce moment. Donc, je pense que il faut adapter certaines règles, certaines mesures qui feront comme de l'entrepreneuriat un moyen de sortir en fait, des problèmes que nous vivons maintenant là. OK. Moi, j'ai cru comprendre que l'entrepreneuriat, déjà, c'est vrai que c'est une question de discipline et d'autres paramètres aussi rentrent en ligne de compte. Maintenant, j'ai beaucoup constaté il y a des moyens techniques nécessitant qu'une entreprise soit durable sur le terrain. Notamment, on parle de business plan, on parle d'études de marché, tout un ensemble des outils techniques permettant à la personne ou au groupement de pouvoir résister parce que c'est un combat rude sur le terrain. Maintenant, M. Diallo Alpha, qu'en dites-vous de ça? J'aimerais juste remercier Khalil qui a mentionné un point très intéressant, ce qu'on appelle la discipline. La discipline, elle regorge tout en fait. Et dans la discipline, vous avez d'abord acquérir des compétences, acquérir des informations, acquérir des relations et acquérir aussi les fonds. Acquérir aussi les fonds. Donc, en termes d'entrepreneuriat, le schéma n'est pas obligé de passer toujours par la même formule occidentale. Il faut forcément avoir un plan business, un business plan, ou bien écrire son pitch. Il y a plusieurs entrepreneurs qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont eu une discipline dans l'entrepreneuriat et c'est par après, peut-être 10 ans même, qu'ils ont eu leur business plan. Nous avons vu la CBG qui n'avait pas, par exemple, une stratégie commune de travail, incluant même la santé et sécurité, le domaine dans lequel j'interviens. Il a fallu l'arrivée du doyen Kemoko Touré, l'ancien directeur, pour que la CBG voie aussi les angles à travers ça. Donc, le monde, il se façonne, le monde, il change, il est dynamique. Vous avez une solution pour votre société ou pour votre communauté, levez-vous, commencez à apporter une solution, mais restez discipliné. Ça sous-entend qu'il faut chercher des coachs, il faut chercher des mentors, il faut lire aussi des expériences pareilles qui se sont passées chez les autres, adapter ça dans les conditions de votre pays et progressivement, plus vous adressez le problème et vous trouvez des solutions, plus vous verrez le schéma à présenter administrativement, parce que le plan business financier n'est que administratif. Il y a des investisseurs d'ailleurs, des fois, qui ne vous demandent même pas où est votre plan business financier. Ils vont juste vous interroger maximum 5 minutes, 10 minutes. Si vous êtes bien orienté, vous avez un objectif clair dans votre tête, ils savent que vous savez ce que vous voulez, ils savent ce qu'ils gagnent déjà. Parce qu'ils ont tellement lu des plans de business financiers qu'ils savent déjà ce qu'ils peuvent gagner à la suite de vos propos. Donc, c'est ce que je pourrais dire. C'est le mot le plus marquant de cette communication de départ, c'est le mot la discipline, en fait. Merci. Oui, la discipline, oui. Moi, j'ai eu tendance à croire que déjà, les gens qui ont plus de diplômes, plus de certifications dans des domaines spécifiques, surtout liés à l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à sans le savoir ou à le constater. On a tellement de séminaires liés à l'entrepreneuriat jeune, voilà, des sujets relatifs. Maintenant, la discipline, on a eu tendance que les gens qui n'ont pas tant ces diplômes-là réussissent mieux dans leurs activités que des gens qui ont une tonne de diplômes dans ce domaine. Maintenant, la discipline, c'est un terme capital associé à la réussite humaine. Maintenant, ça rentre en ligne de compte avec le leadership. Maintenant, M. Salam, je vous ai connu pendant plusieurs années et je pense que vous pouvez nous dire un mot lié à ce terme discipline et leadership. C'est une des caractéristiques du leadership ou voilà, c'est fondamental ou naturel chez l'homme? Oui, absolument. Rebonjour. En fait, c'est une question très pertinente. En fait, la discipline fait partie intégrante du leadership. Parce qu'il y a une des valeurs d'un leader qui dit il faut personnifier les valeurs de ton entreprise, les valeurs de ton organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
si tu crées une entreprise, tu définis des valeurs de cette entreprise, il faut que toi-même, il faut que ton comportement, il faut que tes actions reflètent les valeurs de cette entreprise. Donc, c'est dans ce cadre que la discipline entre en jeu. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, habille-toi correctement, fais bien ton travail, alors que toi, tu ne le fais pas. Donc, il faut être cohérent entre ce que tu veux faire, ce que tu es en train de faire et les objectifs que tu vises à atteindre. Alors, c'est très intéressant cette question dans la mesure où je pense que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut être un leader. Alors, un leader, c'est quoi? Ils ont défini le cadre de l'entrepreneuriat. Quand tu as une idée pour résoudre un problème dans la communauté, lève-toi, fais des actions qui entrent dans le cadre de la résolution de ce défi ou de ce problème de ta communauté et tu deviens entrepreneur. En fait, si tu fais ça, tu deviens un leader. Le leadership consiste à avoir une idée, à mobiliser les gens autour de cette idée et à foncer. Et il y a quelques principes qui régissent le leadership. Premièrement, il faut savoir faire confiance. Savoir faire confiance, c'est quoi? Par exemple, M. Gay, tout de suite, il a dit qu'il a créé une entreprise, mais que l'entreprise est dormante parce qu'il n'a pas assez de temps pour se consacrer à son entreprise. Alors, s'il y avait une autre personne à laquelle il a fait confiance et qui avait le temps de gérer l'entreprise selon la culture que lui, il a définie pour l'entreprise aurait subsisté, même si lui, il n'est pas là. C'est ça, faire confiance aux autres. On ne peut pas réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans d'autres activités de leadership, si on est seul. En fait, l'idée du leadership, c'est que tu ne peux pas évoluer seul. Il faut que tu aies des gens avec toi. Il faut que tu aies confiance à ces gens. Il faut que tu leur confies des responsabilités. Il faut que tu puisses définir des objectifs clairs que tu confies à ces gens et tu leur juges sur leur rendement par rapport aux objectifs que tu leur as fixés. Et c'est là que le leadership intervient. Donc, il s'agit de faire confiance aux gens, il s'agit de fixer des objectifs clairs, il s'agit de personnifier les valeurs de l'entreprise, comme on l'a dit tout de suite. Il faut que les actions des gens reflètent les valeurs de l'organisation. Ensuite, il faut valoriser l'échange de savoir. C'est-à-dire, moi, je connais quelque chose. J'ai quelqu'un à côté de moi avec qui je travaille, je fais les choses. Si je ne veux pas partager ce que je connais avec la personne avec qui je travaille, ça veut dire que mon leadership n'est pas complet. Il faut que je partage mes connaissances, mon savoir avec les personnes qui sont autour de moi. Ensuite, un leader, c'est quelqu'un qui sait surtout écouter. Tu ne parles pas beaucoup, mais tu écoutes plus. C'est-à-dire, aucune personne n'est bête. Quel que soit le niveau d'éducation de la personne, aucune personne n'est bête. On n'a pas besoin d'avoir une tonne de diplôme pour être intelligent. La seule façon de découvrir l'intelligence des gens, c'est de savoir de les écouter. Si tu te mets à leur parler, parfois tu peux dire quelque chose qui ne leur plaît pas ou parfois tu peux dire quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, la meilleure façon de résoudre ce genre de malentendu, si tu travailles avec des gens, c'est de les écouter. Quand tu les écoutes, tu peux comprendre quel genre de personnes ils sont, quelle est leur manière de raisonner. Et tu peux capitaliser tout ça là afin que les objectifs que tu t'es fixés dans ton entreprise soient atteints par la responsabilisation de ces différentes personnes. Si tu as des personnes autour de toi dont le comportement ou bien dont les attitudes ne cadrent pas avec ce que toi tu veux dans ton entreprise ou dans ton organisation, il faut que tu sois à mesure de les aider à corriger, c'est-à-dire à changer. Il faut que tu sois un incubateur de changement au niveau de ces personnes. Ensuite, il faut savoir prendre bien de soi, c'est-à-dire de la personne, mais tout en sachant que tu n'es pas le centre de tout ce que tu fais. Plutôt, les autres sont au centre. C'est ça l'esprit de leadership. Et surtout communiquer avec transparence. Communiquer avec transparence. Toi, tu es là tout de suite, tu as une entreprise que toi-même tu gères, mais en fait, tu n'as pas beaucoup de temps à t'occuper de toi-même, de la gestion de cette entreprise. Tu le confies à quelqu'un et puis
il faut qu'il y ait un moyen de communiquer de façon franche, de façon honnête avec les personnes avec qui tu travailles. C'est capital, c'est surtout pour le succès d'une entreprise. Ensuite, l'un des éléments les plus importants dans le leadership, c'est avoir des convictions. Alpha a cité tout de suite différents outils, différentes manières d'aborder l'entrepreneuriat. En fait, tout ça là est chapeauté par ce qu'on appelle la conviction. La conviction, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je suis au niveau 1. Dans 3 ans, je veux atteindre le niveau 6. Alors, il ne s'agit pas de se poser la question, est-ce que je peux le faire? La conviction, c'est de dire, je peux absolument le faire. Et tu fais tout ce que tu peux qui puisse te permettre, dans les 3 ans, d'atteindre le niveau que tu as visé. Ça, c'est ce qu'on appelle définir un objectif clair, avoir la conviction d'atteindre ces objectifs de façon certaine, de façon réelle. Oui, Merci. OK, merci, c'est très impressionnant. Voilà, ça me renvoie automatiquement à M. Khalil Gay, déjà un grand influenceur, parce qu'il est très bien suivi aujourd'hui. Il a fait des représentations hors pays au nom de la Guinée. C'est un gars qui est un grand monsieur, envié par la jeunesse guinéenne. Ça, moi, j'ose le dire. Maintenant, M. Khalil, d'où découle la motivation d'une jeunesse, n'est-ce pas, à l'image de votre personnalité? Où découle personnellement votre motivation dans vos actions sociales, dans vos actions syndicales, je peux le dire ainsi, si je puis me permettre? Votre motivation pour le changement positif. Merci Alpha, merci pour la question. Tu sais, quand on évolue dans... En fait, mon environnement suffit pour motiver, en fait. C'est cela. Il faut regarder autour de soi pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment s'armer, comment évoluer, comment inspirer, comment faire en sorte que les choses changent. Et donc, comment apporter son grain de sel, quoi. Vous voyez comment nous vivons dans notre pays depuis, disons, plus de 60 ans. Et nous vivons vraiment une répétition de l'histoire. Nous avons des problèmes liés à l'éducation. Nous avons vraiment des problèmes sociaux de base, quoi. Donc, rester en marge de tout ça, pour moi, n'est vraiment pas responsable, quoi. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je pense que le leadership, bien sûr, c'est la capacité à mener un groupe de personnes dans le but d'atteindre un objectif commun. Mais je pense que la bonne question, c'est se dire comment être un bon leader. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a vraiment des mauvais leaders. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je n'aime pas que tout le monde s'attribue ce terme de leader, parce que c'est un peu compliqué. La notion est vraiment relative, surtout dans notre contexte. On a des gens qui n'inspirent vraiment pas, mais qui sont malheureusement des leaders. Oui, ils sont des leaders. Le chef rebelle est un leader. Et donc, je pense qu'il faudrait plus apprendre aux gens à comprendre, essayer de faire comprendre aux gens et c'est quoi être un bon leader, plutôt que de savoir c'est quoi être un leader. Parce que moi, je me dis que c'est pratiquement les mêmes concepts qui sont appliqués. Donc, un bon leader, avec son équipe, essaiera d'être attentif, il essaiera de profiter, je veux dire, de remarquer les problèmes de la communauté pour s'engager pour les résoudre. Et voilà. Un mauvais leader essaiera d'appliquer les mêmes concepts, mais dans le mauvais sens. Lui, au lieu d'écouter pour agir, peut-être que lui, il écoutera ses partisans pour se servir d'eux. Donc, vous voyez, je pense que nous,
que la jeunesse ou les citoyens appellent aujourd'hui leaders devront assez communiquer sur ce point-là parce que je pense que c'est assez important de comprendre que s'engager pour sa communauté, c'est vraiment comment dirais-je, c'est un engagement qui devrait être, disons, qui devrait exister pour toujours, quoi. Il y a pas d'âge pour cela. Je pense que qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, et s'engager, avoir un temps pour sa communauté est extrêmement important. Et je pense que lorsque la jeunesse remarque en fin de compte que c'est vraiment pour elle que tel ou tel s'engage, finalement, vous devenez un modèle pour elle. Donc, je pense que la motivation vient non seulement des problèmes que nous vivons, mais aussi des soutiens que nous recevons de part et d'autre. Ok, ok. C'est Merci. bien. Moi, personnellement, d'après ma petite expérience, je suis, la plupart des jeunes Guinéens, n'est-ce pas, s'engagent dans des actions sociales, qu'entrepreneuriales aujourd'hui. Ça n'engage que moi. Maintenant, M. Alpha Diallo, vu le concept socialiste, le concept capitaliste, comme d'ailleurs le vit les États-Unis, qui est aujourd'hui une des premières puissances en plusieurs domaines. Maintenant, est-ce qu'il serait mieux pour le système guinéen d'adapter le système capitaliste ou se maintenir dans un système socialiste pour que les industries ou les personnes soient plus influentes au niveau local, sous-régional et mondial? C'est Diallo Alpha, vous êtes là? Je dois répondre? Oui, monsieur Alpha Diallo? Oui, 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 je suis là, je suis là. J'ai suivi un peu, je crois que ton réseau, il fait un peu de soucis là. Vous, Il y a un passage que j'ai entendu, le capitalisme et le socialisme, c'est ça? en résumé, oui. Envisagez-vous que la Guinée soit complètement plongée dans le système capitaliste ou dans le système socialiste pour son développement? Parce qu'on a vu les États-Unis ont adapté un système capitaliste qui fait qu'aujourd'hui, les plus grandes industries révolutionnaires s'y trouvent et ils font un impact majeur dans le domaine de l'économie mondiale. Déjà, d'où vient leur influence? Maintenant, serait-il que la Guinée, notre pays, puisse adapter le même système capitaliste pour créer plus de débouchés économiques ou se maintenir dans un système socialiste? D'accord. Merci pour cette question. Je vais adresser cette réponse en tant qu'entrepreneur. Je ne vais pas adresser cette question en tant que politique. En tant qu'entrepreneur, le capitalisme a toujours été un avantage pour les entrepreneurs parce que tu n'as pas de limite et puis tu restes agressif, tu fais le maximum et fais des profits. Donc, entrer en investissement et peu importe que les gens soient satisfaits ou pas, aussi longtemps que toi tu te fais des profits, c'est ce qui reste en compte parce que c'est soit eux ou bien toi. C'est comme ça nous percevons le capitalisme en termes d'entrepreneuriat, mais nous, on a préféré avoir le concept entrepreneuriat social. Si vous avez remarqué, mon entreprise est une entreprise sociale. L'entrepreneuriat social, je pense que c'est ce qui est mieux adapté pour la Guinée, parce que c'est une population non seulement qui n'a pas le même niveau de vie que l'Amérique, et les gens aussi n'ont pas les mêmes revenus par tête d'habitant jour. Comment pouvez-vous vendre un service, par exemple, de formation de santé-sécurité qui peut coûter jusqu'à 1 000 euros, 2 000 euros? Je me rappelle la formation que j'ai suivie, ça m'a coûté à peu près ça, à quelqu'un qui est à l'université, qui aspire à aller travailler dans une société minière, mais qui ne peut pas avoir, dans le mois, il ne peut pas avoir 30 $, il ne peut pas avoir 300 000 francs guinéens, je vais dire, quoi. Donc, ce serait un peu compliqué. Alors, qu'est-ce que nous, on fait? Nous levons des fonds auprès des organisations, nous faisons de la consultance et à la base de cette
consultance, une part de ces fonds est réorientée pour investir dans la formation des autres jeunes en vue de booster un maximum de jeunes. Permet non seulement à travers un projet que j'ai mis en place, qu'on appelle Santé Sécurité pour tous, à 5000 jeunes d'accéder à 8 modules de formation gratuitement donnés en langue française et en langue arabe, en vue que ces jeunes-là puissent comprendre le travail, comprendre les risques liés au métier qu'ils vont faire avant de se lancer. Donc, voici les deux concepts. Aurait été moi, j'aurais préféré être dans un système capitaliste où je peux faire un maximum de profit, où je peux être agressif, soit un requin de la finance ou un requin des investissements. Oui. Mais le contexte guinéen étant que d'offrir des solutions, parce qu'il y a tellement de problèmes. J'entendais Khalil, il n'a même pas pu citer certains. Il a juste dit que nous avons des problèmes partout au niveau social de base. Il y a des problèmes partout. Donc, au lieu de devenir toi-même quelqu'un qui vient un gourou de l'économie, un gourou des investissements, tu t'accapares de tout. Par après, tu te retrouveras avec des jeunes qui vont te fermer tout à travers des manifestations, à travers des casses, à travers d'autres formes de revendications qui peuvent ne pas être appréciées parce que l'argent n'aime pas le bruit. Donc, pourquoi ne pas faire de telle sorte que ce soit socialement équitable? Socialement équitable, tu gagnes par ici et puis tu réinvestis auprès des mêmes jeunes par là. Ils voient que tu es en train de les construire pour devenir comme toi bientôt. Donc, pour cette raison, je conseillerais les entrepreneurs d'avoir une responsabilité sociale et sociétale en termes d'environnement aussi bien adaptée. Et en même temps, je les conseillerais d'avoir une approche de socialisme de leur entreprise qu'une approche capitaliste actuellement en Guinée. Je dis bien actuellement. Mais bon, les tendances peuvent changer parce que les politiques, c'est pour toujours améliorer les choses. Merci. Oui, pour en suivre la seconde question qui suit, la question capitale pour pas mal de jeunes qui veulent entreprendre, c'est que est-il possible d'entreprendre à zéro, c'est-à-dire sans fonds de roulement ou sans capital? Vous avez dit, est-il possible d'entreprendre à zéro? Ben, écoutez, j'ai mentionné ça dans un document, j'ai dit aux gens ne vous leurrez pas. J'avais les mêmes rêves. Je crois avoir lu une fois un livre d'entreprendre à 0 francs. Et ça me disait tellement que je pouvais entreprendre à 0 francs. Je venais de perdre mon dernier boulot, ça c'est en 2018, vers la fin du mois de mars. Je me suis dit, bon, écoute, ça fait 3 fois que je travaille pour des gens, je prends des boîtes à l'état initial. Les boss et moi, on construit dans 2 ans. Dès que la boîte commence à voler de ses propres ailes, je me retrouve en conflit de leadership avec le responsable ou en conflit d'intérêt et je suis mis à la porte. J'ai fait ça pour 3 organisations. Finalement, j'ai décidé, ben, écoute, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Si eux, ils ont commencé avec moi, avec un pas de débutant, on est venu jusqu'à ce qu'on a fondé un empire. Par après, moi, je suis mis à la porte. Ça veut dire par ici que je peux aussi commencer pour moi-même. Donc, pour un début, je me suis dit que je pouvais aller à 0 francs. Mais rassurez-vous d'une chose, après avoir lu 5 livres dans 2 mois, parce que j'ai commencé finalement vers la fin du mois d'avril, mi-mai comme ça, je vous garantis une chose, j'ai compris que c'était impossible. C'était impossible de prendre à 0 francs. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis trouvé tout de suite là, M. Salam à Khalil, le monsieur avait les fonds, un concept de résolution des problèmes sociaux. Et il manquait quelqu'un qui avait cette même motivation, qui pouvait adresser le sujet et qui avait le temps de s'y mettre. Alors, nous avons fait une approche encore de l'entrepreneuriat social. Il apporte les fonds et moi, j'apporte l'industriel. Je produis des solutions, je résous les problèmes et j'apporte des préservations et de l'innovation dans le secteur de l'environnement et de la santé-sécurité. C'est ce que je fais. Mais les jeunes doivent arrêter de se leurrer à croire qu'ils peuvent faire une entreprise à 0 francs. Tu vas payer des factures. Le courant, il ne se consomme pas tout seul. Tu vas payer des taxes, si c'est une entreprise, en tout cas, si elle n'est pas individuelle. Et même les entreprises individuelles, il y a la TVA que tu vas donner sur la valeur ajoutée de ton produit ou de ton service. Bien Donc, tu ne peux pas démarrer tout ça là sans aussi avoir un ordinateur, sans aussi avoir la capacité de t'acheter des livres et sans aussi avoir la capacité de payer ton propre transport pour aller rencontrer les bailleurs.
aller rencontrer les personnes qui vont acheter tes produits et faire aussi de l'advertising, par exemple la publicité sur les réseaux, tout ça, ça demande de l'argent. Au minimum soit-il, 0 francs, je me dis, c'est juste un rêve pour pousser les jeunes à aller se suicider dans des stress. Donc, mieux vaut mettre un capital très nécessaire pour les jeunes en Guinée. Et ça, c'est le ministère de la Jeunesse. S'ils peuvent suivre ça, je leur dirais, écoutez, mettez un fonds national de la jeunesse et que les jeunes puissent aller prêter de l'argent à la banque, investir dans leurs projets. Et à la suite de l'investissement de leurs projets, s'ils ne parviennent pas à payer tout de suite la banque, l'État peut payer pour eux en attendant. Quand le business il évolue, après il rembourse. Ou bien l'État poursuit son citoyen, la banque elle est indépendante. Donc moi, c'est comme ça que je comprends le business. Et c'est cet appel que je ferai, un plaidoyer que je ferai auprès de l'État, de faire le maximum à aider les jeunes afin que ces derniers puissent adresser leurs rêves et leurs ambitions d'entreprendre. Merci. Ah oui, c'est juste un rêve aussi. J'espère que cette session-là va aller au-delà de ce que nous espérons, pourvu qu'elle puisse impacter non seulement les autorités et aussi d'autres personnes de bonne volonté qui pourront mettre en place des fonds d'investissement alloués à la jeunesse, parce qu'on voit aujourd'hui pas mal de jeunes ont déjà cette conscience d'entreprendre des activités. Maintenant, je reviens à M. Khalil Gueye. Ouais. Oui, est-ce qu'il y a-t-il un prérequis, un préalable pour démarrer un business ou une affaire? Y a-t-il un préalable, c'est-à-dire il faut être éduqué, il faut avoir un master 10, ou il faut avoir 100 millions, ou il faut avoir un portefeuille de relations qui te permet d'aller directement dans les banques prendre des prêts? Bon, avant de... Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur les 2 précédentes questions. Il y a des questions sur 30 secondes. Et je pense que dans notre contexte, l'ouverture des marchés vraiment permettra aux entrepreneurs, permettre à la population, aux citoyens de créer des entreprises et de compétir sur le marché. Je pense que ce serait une bonne chose, donc le capitalisme. Mais il faut faire très attention. Au niveau de l'État, je pense qu'après avoir perçu les taxes, les impôts, etc., il faut penser au socialisme pour la redistribution. C'est extrêmement important. Nous sommes dans un pays très pauvre, donc l'ouverture des marchés est une chose très importante, mais de l'autre côté, lors de la distribution, il faut penser aux pauvres. Je dis que les États les plus comment dirais-je, les plus capitalistes aujourd'hui sont en réalité des États avec des économies mixtes, vous voyez. Donc, c'est extrêmement important de faire la balance sur cette question. Maintenant, par rapport au fait d'entreprendre à 0 franc, et je pense que ça colle d'ailleurs à la question qui m'a été posée. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre le concept 0 franc. 0 franc ne veut... Moi, je pense que ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de préalable, quoi. Je donne un exemple. Pour un jeune qui a fait, par exemple, génie informatique à l'université, qui a appris qui a appris pas mal de choses en infographie, voilà, tout ce qui est lié à l'informatique et à Internet, que ce jeune, disposant de son ordinateur d'étudiant, décide de faire des créations graphiques pour certaines personnes pendant un certain temps, et que c'est bon, moyennant quelque chose, bien sûr. Au bout d'un certain temps, une année, que ce jeune, avec les fonds perçus dans ces prestations-là, que ce jeune arrive à se créer une entreprise avec ces fonds-là. Et donc, à la création de l'entreprise, donc, il se trouve dans ce cas que le jeune en question est déjà relativement connu. Donc, le jeune, il a la possibilité de développer cette entreprise-là et avec les fonds qui l'ont permis de créer l'entreprise. Donc, je pense que quelquefois, notre aptitude à prester nous permet de faire des fonds, de se faire des fonds
et ensuite de passer à la création de l'entreprise. Donc, il faut que les gens comprennent que ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas eu de dépenses, mais ça ne se ressent pas vraiment. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Un jeune qui a eu son ordinateur d'étudiant, qui développe des créations graphiques, etc. Donc, ce jeune, lorsqu'il fait une prestation pour une personne qui le paye, je pense que ces fonds réunis pourraient lui permettre de créer sans que ça ne se ressente, sans qu'il ne passe par les banques et autres. Donc, je pense que ça, c'est des pratiques qui se font et qu'on pourrait appeler entreprendre à 0 franc. Mais entreprendre à 0 franc dans le domaine agricole, par exemple, c'est compliqué parce qu'il faut acheter des graines, il faut acheter un terrain ou louer un terrain. Donc, je pense que ça dépend également des domaines, en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, il y a des prérequis, oui, Alpha. Comme je disais, il faut avoir une bonne base de données en termes de relations. Il faut avoir une bonne base en termes de... Mais je ne sais pas si Mamadou Sylla est un intellectuel. Peut-être dans une autre langue, peut-être. Et je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il soit vraiment un intellectuel au point à pouvoir se faire une telle place au sein du système entrepreneurial de notre pays. Il n'est pas allé à l'école, mais il est vraiment assis dans le domaine qu'il exerce. Je pense que tout ce qui évolue aujourd'hui dans le domaine de génie civil dans notre pays n'ont pas plus que la maîtrise qu'ils ont eue à l'université Gamon. Tout ce qui évolue dans les bâtiments et le pont, en tout cas, à ma connaissance, tous ceux qui se font assez d'argent là-dedans. Donc, je pense que la première motivation, c'est la passion. Il faut être passionné. Mais ce qui est vraiment important dans ce domaine, il faut se faire des relations. Créer un réseau pour vraiment avoir de la valeur. Je pense que notre première ressource dans ce domaine, c'est vraiment les relations, quoi. On ne peut vraiment pas vendre sans être connu. Il faut tout faire pour être connu. Maintenant, on peut faire de la publicité en payant quelque chose, mais si c'est au départ, on n'a pas les moyens de financer les publicités, il faut être sur le terrain, il faut se faire des relations, il faut parler de ce qu'on offre un peu partout. Donc, je pense que ça ne demande pas forcément des études, bien que ça peut servir à certains niveaux, mais c'est pas... rien n'est absolu, en fait, sur cette question. Voilà, merci. J'ai dit bonjour à tous ceux qui nous trouvent en marche lors de cette session. J'ai dit bonjour particulier à M. Alassane du côté de Kamsar, précisément à la CBG. Donc, je rappelle que je suis Abdoulaye Bari, le host de cet événement-là. Et je vais directement revenir à M. Abdou Salam Diallo relativement à cette question de relation. C'est un des préalables, bien évidemment, de fonder un business. Il faut le relationnel, c'est extrêmement important. Pour pouvoir vendre un produit, un service, il faudrait que ce service ou ce produit soit fédéré autour des réseaux. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, comment développer une relation à longue durée qui peut nous apporter? Parce qu'il y a plusieurs types de relations aussi. Mais cette relation qui peut vous permettre soit d'écouler un business, comment est-ce qu'on peut fonder? Où est-ce qu'on peut chercher même cette relation-là? Et comment l'entretenir? Alors, absolument, ça c'est une très bonne question. Peut-être que les entrepreneurs auront beaucoup plus d'éléments de réponse que moi. Mais en fait, depuis toujours, j'ai appris que les chances d'un homme pour réussir sa vie est égale à la somme de ses relations. Alors, les relations, comment est-ce qu'on peut faire des relations? Alors, les relations, ils dépendent surtout de ce que vous faites ou de ce que vous voulez faire.
Si vous voulez vendre des vaches et vous avez des connaissances de personnes qui ne mangent pas de vaches, je ne pense pas que ce genre de relation puisse vous être utile. Alors, comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire et c'est à vous d'identifier le type de personne à qui vous voulez vendre quelque chose, à qui vous voulez offrir quelque chose et de mesurer à quel point ces personnes seront intéressées par ce que vous devez leur offrir et surtout baser la relation que vous allez construire avec ces gens sur ce qu'on appelle la confiance. La confiance, c'est quelque chose de vraiment fragile, de difficile à construire et très facile à détruire parce que il peut dépendre d'un tout petit élément pour toi qui ne rêvait pas beaucoup d'importance pour détruire ce genre de relation. Et ça, j'imagine que ce n'est pas bon pour un entrepreneur qui veut vendre un produit ou un service. Donc, il faut absolument choisir les personnes de ta relation, être sûr que les personnes de cette relation peuvent être intéressées par le service que tu veux leur offrir. Et ensuite, si tu as ces relations, il faut leur garder, surtout par le respect de tes engagements, parce que tu vas avoir des engagements vis-à-vis de ces personnes. Donc, il faut tenir à ces engagements. Ensuite, il faut être franc et honnête avec ces personnes et il faut surtout les traiter de la façon dont toi, tu voudrais qu'elles te traitent. Je pense que c'est très important dans les relations. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, la confiance. En fait, la confiance, c'est quoi? Tu peux avoir une relation avec quelqu'un, mais si tu n'as pas confiance à cette personne, tu peux ne pas lui parler de certaines choses que tu aurais dû lui parler. Donc, ne te demande pas est-ce que cette personne va réagir ou bien va répondre ou va satisfaire à mon attente avant de lui parler. Si tu te poses la question, tu biaises votre relation. Alors, il faut privilégier la relation. Partage avec lui ce que tu as à partager avec lui et observe-le, regarde-le et tu jugeras toi-même en fonction des réactions que la personne veut avoir à toi. Mais si la personne se sent en confiance, si la personne sait que tu as absolument confiance en lui, c'est une sorte d'engagement social, c'est une sorte de poids que tu mets sur la personne. Et puis, ça peut pousser cette personne à avoir la conscience que ce que je dois faire avec cette personne doit être quelque chose de choisi, quelque chose de réfléchi. Et ça devrait aboutir à en fait, une relation non seulement basée sur la confiance, mais aussi une relation qu'il faut en prendre soin parce que tu sais à quel point il est sensible. Oui, ok. En résumé, je pense que cette relation de part et d'autre doit se baser sur le respect, sur la transparence surtout. Monsieur Diallo, Alpha, maintenant, vous en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, vous recevez des demandes d'accompagnement, de conseils. D'où vient votre stratégie qui vous permet de façon quotidienne de maintenir vos relations avec vos clients et partenaires financiers? D'accord, merci vraiment pour cette question. Et ce que j'avais voulu mentionner, c'est toujours emboîtant le pas de M. Salam. Il faut retenir qu'une relation se construit, elle se construit. Peu importe qui vous êtes, il n'est pas écrit sur votre front que vous êtes un homme de confiance. Il n'y a que vos actes qui peuvent le prouver et surtout la répétition de ces actes dans une fréquence connue de votre interlocuteur ou bien de votre partenaire. Donc, en termes de relations, moi, j'inviterai les gens d'abord pour un premier pas à avoir un esprit très persuasif, la capacité de convaincre l'autre qu'il peut nous faire confiance, être très charismatique dans le sens où chacune de nos approches puisse être incitatrice à vouloir être avec nous dans une relation. Ça commence déjà par beaucoup d'autres éléments. La communication mimique et la communication physique plus les paroles, les mots peuvent venir. Comment vous apparaissez devant les gens, c'est très intéressant pour les jeunes qui vont pouvoir regarder après.
Et il faut qu'en vous voyant déjà, on puisse voir une source d'inspiration de quelque chose. Et quand vous commencez à parler, qu'on comprenne que vous n'êtes pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut vendre ou ce qu'il veut avoir de nous. Donc, le sens du contact doit être là et avoir un bon goût du relationnel. Donc, cela aussi, ça dépend. Il y a certains aspects qui sont purement limitatifs dans les pensées. C'est lorsque les gens y croient qu'ils peuvent en simplement restant dans leur bulle, soit religieuse ou bien leur bulle, soit culturelle ou leur bulle ethnique, ils peuvent être ouverts aux autres. Non, il faudrait que les bulles soient ouvertes soient ouvertes du moins, et que les gens puissent voir en vous l'inspiration qu'ils recherchent. Donc, c'est très intéressant. Et il faut aussi maîtriser le monde des affaires, parce que le monde des affaires, on viendra peut-être à une question que vous posez sur ça un peu plus loin. Bien sûr. En fait, il y a un vent qu'on appelle le vent des affaires. Il souffle. Hein? Par exemple, quand on dit la bourse est ouverte aux États-Unis, ça veut dire par là, écoutez, les investisseurs sont prêts à donner leur argent. Hein? Et les producteurs d'intelligence sont là aussi, ils veulent vendre leur intelligence. Donc là, le vent, il souffle en faveur des affaires. Ça, c'est dans les pays dont la politique d'investissement ou bien le capital investment est très développé à telle sorte qu'ils peuvent ouvrir les vannes à un moment donné et chaque personne ne connaîtra tout de suite, voici une opportunité. Maintenant, ça, c'est dans la construction. Une fois qu'elle est construite, il faut la rendre durable. La durabilité ne peut être basée que sur deux aspects, selon moi. Et c'est ce concept que nous développons chez nous. Donc, il faudrait que le client soit satisfait. À chaque fois que vous faites un retour sur action, il faut qu'il voie son retour sur investissement. Qu'il se dise, ben, écoute, c'était très intéressant que je sois déjà engagé dans ceci. Je ne regrette pas d'être déjà engagé dans ceci. Ça, c'est le premier point. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment ce retour sur investissement de la part du client. Je crois que j'ai... Alpha, j'ai du mal à t'entendre. Est-ce que je suis le seul? Je ne le reçois plus aussi. OK. En attendant, je vais... À part ce... Alors, Alpha, on a du mal à te recevoir. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous reçoit. Ça y Allez-y. est, vous m'entendez? Oui, allez-y en 20 secondes, s'il vous plaît. Ok, désolé, peut-être c'est l'Internet. Donc, je vais commence par le respect de la parole donnée et l'atteinte des deadlines, la promesse. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. En fait, une relation n'a besoin que de valeur. Elle a plus besoin de valeur qu'elle n'a besoin de propos, quoi. Construisez des valeurs et restez fidèles à vos valeurs et vos principes. Vous aurez tout de suite des gens avec lesquels marcher qui ont les mêmes valeurs que vous et les mêmes principes. Merci. Oui, okay. Revenant sur M. Khalil a dit à l'entame de cette séance-là, déjà l'engagement découle de l'environnement dans lequel nous vivons. Vu l'environnement guinéen, naturellement, on est appelé à s'engager, à se motiver, à combattre un problème. Maintenant, comme on le dit souvent, comme on le dit par définition, l'entrepreneuriat, c'est pouvoir identifier un problème existant et pouvoir apporter des solutions. Maintenant, moi, ce que je vais demander ici à M. Khalil Gueye, c'est comment identifier un problème existant, surtout si on veut que la solution apportée soit lucrative ou sociale. Comment identifier ce problème existant? Y a-t-il des paramètres qui nous permettent aujourd'hui d'identifier des problèmes existants? Ablaye, moi je pense qu'il faut tout simplement je pense qu'il faut tout simplement regarder autour de soi. Il faut tout simplement regarder autour de soi. Il y a vraiment toute une notion par rapport à ça, mais moi je pense que les problèmes
qui existent dans nos communautés, dans nos quartiers, nous sommes censés les connaître. Nous sommes censés les remarquer. Et lorsque on a besoin de savon, on n'en trouve pas dans notre quartier, on comprend le besoin de fourniture en savon dans notre quartier. Donc, je pense que moi, je me dis que l'exercice n'est pas aussi compliqué que ça. Il faut regarder autour de soi. Il faut essayer d'identifier les problèmes. Mais aussi, il faut essayer de voir comment... il faut essayer d'innover, en fait. La façon dont certaines offres sont faites, il faut essayer de revoir ces choses-là pour saisir des opportunités. Et ce n'est pas forcément mon domaine, mais en fait, ce que je fais dans mon domaine, je pense que c'est ce qu'il faut appliquer dans le domaine entrepreneurial également. Il faut regarder autour de soi, il faut apporter des solutions, des approches plus pratiques peut-être, et différentes, et voilà, et pour en fait, enfin passer à l'action, quoi. Je pense que c'est cela. Ok, je vais vous revenir après cette question qui va revenir automatiquement à M. Alpha Diallo. Maintenant, pour toute personne qui entreprend, surtout dans le contexte guinéen, on a l'expérience qu'il est triplement plus difficile d'entreprendre en Guinée que dans d'autres pays. Parce que moi, je suis en contact avec d'autres entrepreneurs au niveau d'entrepreneurs kenyans ou de d'autres pays. Bon, pour eux, c'est très facile. Et je rappelle un point aussi, je salue de passage, n'est-ce pas, disons, l'expertise apportée au niveau de la PIP par rapport à la création d'entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas à 100 le savoir qu'il ne prend que 72 heures pour avoir son agrément, ce qui est déjà une avancée majeure, parce que pour qui connaissait l'ancien système, comment ça se passait. Maintenant, pour toute personne qui entreprend, quelle que soit la nature de l'entreprise, il y a des défis, que ce soit élémentaire ou majeur. Maintenant, M. Alpha Diallo, dans votre domaine d'activité, quels sont les défis majeurs auxquels vous êtes confrontés de façon quotidienne, semestrielle, annuelle, etc. D'accord. Le défi majeur, c'est que les gens ne sont pas informés sur le climat des affaires en Guinée. Avant de se lancer en entreprise, j'ai constaté cela. Et normalement, le ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés devrait être plus agressif sur le terrain pour faire comprendre aux gens les réalités dont ils font face. Mais ils se contentent au contraire de savoir il y a combien de créations d'entreprises qui se sont effectuées et ils pensent que c'est ça le climat des affaires. Plusieurs entreprises vont être créées, mais elles finiront par dormir si elles ne sont même pas décédées. Ah oui. Dans une des où ils ont présenté l'entrepreneuriat, on a remarqué que 49% sont dormantes ou sont décédées, ce qui est très, très intéressant à notifier. Donc, le plus grand défi, c'est le manque d'information. Vous m'entendez? Je suis désolé, c'est Orange, je ne sais pas. Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Donc, comme je le disais, vous m'entendez à présent? Oui. OK. Donc, le climat des affaires n'est pas bien expliqué. Il faut que les habitants, c'est comment affiner les services. Parce qu'en Guinée, le marché, il est dans une concurrence déloyale. Vous pouvez être ici spécialiste de la santé-sécurité. Vous avez votre orientation dans la santé-sécurité. Et un matin bonheur, vous vous retrouvez en face d'un partenaire qui veut vous donner un marché, pendant qu'il y a son jeune frère ou sa tante, je ne sais pas qui évolue dans le domaine devient spécialiste en formation santé et sécurité. Vous comprenez, non? Donc ça, c'est un problème. Le marché, il est très, très déloyal. Il est déloyal dans le sens que tu peux même te faire shipper tes idées
un matin, bonne heure, et tu vois quelqu'un qui n'est même pas du domaine les exécuter. Tu peux soumissionner une offre et que cette offre, au lieu d'arriver au bon endroit, va se retrouver dans un mauvais endroit. Donc, ça fait aussi une grande difficulté. Après ça aussi, c'est avoir le bon partenaire. Pour rentrer en affaires, le partenariat, il est très, très nécessaire. Les institutions peuvent vous signer des accords de partenariat, mais par après, vous découvrez qu'il n'y a que vous qui vous battez pour justifier les choses. Et après ça, il y a aussi beaucoup de redevances fiscales. Il faut payer les taxes, c'est un grand défi. Jusque-là, moi, j'ai du mal à avoir un bon schéma fiscal. Donc, pour avoir ce schéma, tantôt tu te retrouves avec des impôts où il y a des fraudes, l'argent qui est versé n'arrive pas au niveau où l'argent doit arriver. Et il y a d'autres problèmes encore qui sont liés particulièrement à ces impôts, qui ne peuvent pas aider les entrepreneurs à leur tout début à pouvoir agresser cela. Donc, et en fait, tu fais encore tout seul. Tu es le seul qui est capable de recruter un personnel. Tu les vois se tourner les pouces. Chaque matin, tu risques de virer ton personnel. Chaque matin, tu risques de virer ton personnel parce qu'ils n'ont pas cette conscience professionnelle, ils n'ont pas cet engagement et ce dévouement à leur propre philosophie d'aller de l'avant, mais ils se contentent de ce que tu les payes à la fin du mois. Et là, ils tournent leurs pouces. Finalement, tu te retrouves en train de tout faire tout seul. Donc, pour quelqu'un qui est avancé aussi, si l'entreprise a 3 ans ou 5 ans ou 10 ans d'existence, tu peux trouver des gens avec lesquels tu as démarré qui ne savaient même pas faire un rapport, qui ne savaient même pas faire un compte rendu. Finalement, ils ont acquis toutes ces capacités, ils vont te quitter. Donc, il y a le départ du personnel clé qui devient un souci. Moi, je suis à 3 ans d'existence, mais récemment, j'ai perdu un de mes éléments les plus efficaces et il vient avec nous, avec une autre approche qui est vraiment difficile, vu qu'il a une opportunité ailleurs où il peut être mieux payé et encore plus peut-être actif. Il est parti. Donc, il faut que je revoie ma grille salariale et mes bonus, mais tu ne peux pas donner ça à quelqu'un dont tu n'as pas la confiance. Les gens viennent avec des CV chez toi, ils te disent qu'ils sont des dieux dans leur domaine. Tu les fais confiance à travers leur papier, tu les confies la tâche, c'est des beaux rhétoriques, ils ne peuvent rien te fournir comme documentation. Donc, tous ces défis-là existent pour ceux qui veulent entreprendre. Et à la fin, la charge salariale, si les recettes sont faibles, tu as un souci parce qu'il faut payer les salaires à la fin du mois. Et si tu fais signer un contrat de 6 mois à quelqu'un ou un contrat de 1 an ou 2 ans à quelqu'un, il faudrait que tu puisses venir à la hauteur. Voici l'ensemble des défis dont ils doivent être au courant. Toutes les personnes qui veulent entreprendre aujourd'hui, ils doivent être au courant de ces défis. Ce n'est pas donné à qui que ce soit de pouvoir partir en entreprise. Merci. Oui, tout en rappelant aussi qu'on a vu beaucoup de managers aujourd'hui qui ont de grosses boîtes, mais qui ont en leur sein, n'est-ce pas, un défi managérial. Aussi, tout ne découle pas de la façon dont le personnel se comporte d'un côté ou d'un point de vue. Voilà, certains managers sont aussi très médiocres qu'on ne puisse l'imaginer. Comparativement, quand on prend un exemple dans les boîtes internationales et les boîtes locales, il y a un gap, il y a un fossé très énorme. Mais tout de même, on se consacre à aller de l'avant et à se munir des compétences qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant et à gérer nos boîtes de façon le plus conviviale. Parce que le professionnel reste, mais le social demeure, comme on le dit souvent. Mesdames, Monsieur Khalil Gueye, je sais que vous êtes spécialiste dans le domaine de gestion de projet. Si vous me recevez, comment est-ce qu'on peut obtenir un financement? Comment obtenir un financement? Y a-t-il des campagnes possibles? Y a-t-il des études spécifiques par rapport à l'obtention de financement? Et comment obtenir un financement, surtout auprès d'un bailleur? Ablaï, vu qu'on est à plus d'1 heure, je me suis déplacé à quelques mètres et je souhaite que quelqu'un d'autre prenne la question peut-être en attendant que... Ok, ça marche. Comme ça, monsieur Alpha Diallo, vous pouvez rebondir sur ça. Le passage, c'est comment lever des fonds, c'est ça? Oui, comment obtenir un financement? Bon, la meilleure manière d'obtenir un financement, d'abord, il faudrait que la vanne elle soit ouverte. Là, ça, c'est la meilleure manière. Les institutions peuvent dire, écoutez, il y a un appel au grant. L'ambassade des États-Unis, par exemple, bon, dans mon secteur, je vais dire, ou bien USAID, ou bien UNFCCC, ou bien UNDP, toutes ces institutions lancent des programmes par an, au moins 2 fois, où ils veulent avoir des projets innovateurs dans lesquels ils vont investir.
Et nous avons en Guinée, normalement, le ministère en charge des investissements doit pouvoir mettre en place des bourses ou bien des financements, des fonds dans lesquels les gens peuvent postuler. Et même s'ils ont des fonds pareils, et ce que je me pose souvent, comment l'État a-t-il... Il n'y a pas de gendarme de bourse en Guinée. La gendarmerie de la bourse n'existe pas. Tu peux voir un ministre qui lance un appel à recrutement de compétences pour un sujet donné et tu retrouves que c'est encore sa propre boîte, son entreprise à lui ou bien son ONG à lui qui rafle cette opportunité, se met à exécuter. Donc ça, c'est un grand souci. Comment est-ce que tu peux être très concurrençable avec quelqu'un qui te donne et c'est lui-même encore qui fait le travail? C'est pratiquement impossible. Voici ce qui tue les motivations des jeunes dans ce pays. Mais nous, on a trouvé une approche différente. Nous postulons auprès des fonds internationaux. Par exemple, le Fonds français de l'environnement mondial. C'est des gens, je ne suis pas en train de vanter la louange des Occidentaux, mais ils sont sincères. S'ils veulent donner, ils donnent. Et quand ils disent que ce n'est pas pour la jeunesse française, aucun jeune postulant de la France ne bénéficiera. Vous voyez, ça, on a besoin d'avoir une culture comme ça, une justice dans le partage des recettes et une justice dans le partage des fonds. Tu n'as pas besoin de distribuer l'argent aux communautés. Ils ne savent même pas c'est quoi un mécanisme de levée de fonds dans les collectivités. On a été confronté à un maire qui ne parle même pas français. Comment il peut te lire un rapport? Tu t'imagines? Alors là, pour les gens comme ça, tu viens, tu leur dis, on vous a donné 10 milliards, selon le FODEL, le Fonds de développement local. La communauté a 10 milliards. Mais par quelle magie ils vont aller lever ce fonds? Il sera déposé ici jusqu'à ce que les politiques soient intéressés à revenir récupérer pour faire des campagnes avec. On va les acheter des t-shirts, on va les donner encore avec l'effigie de la même personne. Donc, une redondance par manque de capitaux, humains. Les gens ici n'ont pas l'attitude à aller adresser une requête, récupérer l'argent pour leur collectivité. Les mairies ont des gens qui sont plus politiques qu'ils ne devraient être techniques. Pendant que dans les mairies, on doit avoir toutes les compétences qui regorgent la mairie pour permettre de faire avancer le domaine de l'eau, le domaine de l'électricité, le domaine des ponts et chaussées, le domaine de la route et tous les domaines. Si ça c'est très bien fait, tu verras que Conakry ne mérite même pas d'avoir 5 communes. Si c'est très bien fait, on a juste un département qui gère tout Conakry et on n'a même pas besoin d'avoir 5 communes. Une seule commune, ça suffit. Mais on a un pléthore, les gens sont un peu partout, mais ils tournent autour des politiques, ils ne peuvent pas lever de fonds étrangers et les fonds qu'on les alloue, ils ne peuvent pas les redistribuer au sein de leur communauté à la base. Et les besoins sont des fois juste politiques. Je vous donne un exemple, par exemple, à Matoto, jusqu'à présent, ils ont du mal à mettre des dallettes pour que les femmes viennent vendre, ce qui ne peut même pas prendre normalement 3 jours de béton. 3 jours de béton, tu n'as pas besoin de ça. Donc, mais il faut faire la campagne pendant 1 mois, 2 mois, qu'on est en train de refaire le marché, comme si c'était un marché qui faisait 5 hectares, un marché qui ne vaut même pas 1 hectare de superficie. On a du mal à le faire. Donc, en termes de votre question de levée de fonds, je conseillerais les entrepreneurs, s'ils ont les compétences nécessaires, soumissionner auprès des fonds internationaux. Eux, ils savent reconnaître de la valeur. Eux, ils savent reconnaître que vous pouvez faire le travail et ils ont des outils de suivi très efficaces, même à distance, qui vous permettent d'apprendre, de vous dépasser et d'être sincère dans la résolution des rapports. Quand vous mentez une fois, on met votre nom sur une liste rouge. Quand vous mentez une fois, vous arnaquez ou vous raquettez une fois, on met votre nom sur une liste rouge et on affiche auprès de l'institution. Cette institution est partenaire à plus d'une dizaine ou centaine d'institutions qui sauront que vous êtes un voleur. Et là, votre carrière est finie. Donc, vous avez plus de défis à vous faire respecter à l'étranger. Et finalement, comme ça, votre pays, le jour qui se réveillera. Merci, M. Diallo, c'est très pertinent. D'ailleurs, moi, je rappelle toujours lors de mes discussions avec les gens qu'il fait très mal de le dire, mais la Guinée a un très long chemin à mener en termes de ressources humaines. Il faut le dire. Il faut le dire parce que pratiquement, le Guinéen, de façon générale, n'a pas cette philosophie, non seulement entrepreneuriale, c'est récent, surtout de façon structurelle, parce qu'on a plus de commerçants qui sont dans l'achat et la revente que de créer des industries. Et de notre point de vue aussi, c'est parce qu'il n'y a pas cette politique d'accompagnement. Et tout ce que je retiens dans ce que vous dites, c'est très propice et très... Oui, monsieur Khalil? Je suis là. Oui, je disais tantôt, il faut qu'il y ait une politique de redistribution ou d'allocation de fonds de façon transparente. Et ça permettrait aux entrepreneurs sérieux, ambitieux et compétents de pouvoir
débloquer des fonds et allouer ces fonds dans le développement, soit de leur business, de la communauté, etc., etc. C'est extrêmement important. Maintenant, on ne va pas finir sans autant expliquer un sujet qui est très pertinent aujourd'hui, qui s'inscrit dans la droite ligne du leadership. Mais qui parle de leadership aujourd'hui parle de leadership féminin. Monsieur Abdou Salam Diallo, qu'en pensez-vous du leadership féminin? D'où est-ce que ça peut en découler? Est-ce qu'il y a une limite par rapport au leadership féminin? Quel impact ça peut donner dans notre société en quelques secondes? Abdoulaye, juste. Salam, tu es en mute? Moi? Non, Salam, il est en mute. OK. Oui, on m'entend maintenant? Oui, on vous entend. Voilà. Donc, je disais qu'on a un véritable déficit de leadership féminin. Ça, c'est une réalité et ça, c'est malheureux parce que peut-être c'est compte tenu de certains contextes culturels. Peut-être c'est... Alors, je ne sais pas c'est quoi la raison exacte. Pourquoi est-ce que les femmes ne se battent pas à la même hauteur que les hommes? Mais c'est un regret de le constater que le leadership féminin est en manque dans notre pays. Bon, il est vrai qu'il y a certaines initiatives qui commencent à émerger, il y en a qui commencent à prendre conscience de ce sujet et qui commencent à se lever pour relever le défi. Ça commence ici et là et je pense que c'est quelque chose à vraiment encourager. Mais peut-être ce qui pourrait nous aider, nous les jeunes, parce qu'on parle de nous sommes la couche active de la société. Si nous voulons aider à relever ce défi de leadership féminin, il faut que nous qui sommes leaders, il faut que nous qui sommes entrepreneurs, que nous acceptions d'approcher les femmes, que nous acceptions ce que nous savons et surtout de les aider à découvrir leur potentiel parce qu'il y en a qui ont vraiment le potentiel, mais peut-être qu'ils n'ont pas trouvé le trigger, le déclencheur pour qu'elles-mêmes elles puissent découvrir ce qui est caché en elles et pour qu'elles puissent valoriser ces valeurs dont elles ont en elles. Je pense que nous pouvons contribuer à remédier à cela en les impliquant, en les invitant, en les amenant avec nous, en les encourageant surtout. Surtout, on peut commencer par notre environnement direct, nos épouses, nos sœurs, on les encourage à faire des études et quand ils font des études, on les encourage à sortir de leur cookie, de leur environnement sécuritaire, de sortir, d'oser, d'entreprendre des choses et de faire des activités qui puissent faire d'elles des leaders. Voilà, voilà, c'est bien. Je vais retourner à M. Khalil Gueye. Disons, est-ce que ce manque de leadership féminin dans notre pays ne découle pas du fait qu'il y a une espèce de peur masculine vis-à-vis des femmes qui sont battantes aujourd'hui? Voilà, parce qu'on a vu pas mal de femmes qui ont les capacités requises pour gérer des grosses boîtes. Est-ce que quelque part les hommes n'ont pas cette peur qui les envoie à étouffer, n'est-ce pas, la présence des femmes dans les sphères de décision en Guinée? Monsieur Khalil Gueye. Monsieur Khalil, vous êtes là? Monsieur Gueye, vous êtes là? Ok, je reviens à M. Salam Diallo par rapport à cette question-là. Monsieur Barry, vous voulez bien répéter la question, s'il vous plaît? Le fait que les femmes, le leadership féminin, constitue un déficit dans notre pays, étant donné que les femmes ont les compétences requises
ne découle pas du fait que les hommes ont peur que les femmes manifestent de façon la plus large leurs compétences? Personnellement, je ne pense pas que ça découle d'une peur quelconque. Il est vrai que notre société est une société largement dominée par les hommes. Et comme je le disais, je pense surtout à une sphère culturelle. Certaines de nos cultures, peut-être cultures traditionnelles ou des cultures liées à la religion, font que les femmes sont des êtres qui doivent se soumettre, qui doivent accepter certaines choses. Alors que le monde n'est plus là, le monde a changé. Mais je ne pense pas que les hommes aient peur de quoi que ce soit. Si jamais les femmes parvenaient à rehausser leur niveau de leadership, je ne pense pas qu'ils seraient menacés. Je pense plutôt que ce sont les femmes qui parfois ont peur des hommes de sortir et de faire comme les hommes parce que peut-être qu'elles pensent que les hommes sont plus compétents d'une manière ou d'une autre qu'elles. Mais en fait, ce qui est absolument utopique, parce que comme vous l'avez dit, monsieur Paris, il y a des femmes qui ont vraiment un bon niveau de leadership. Je pense que nous, les hommes, en tant que leaders, c'est de notre responsabilité. Ça nous incombe à nous, justement, de motiver ces femmes pour qu'elles exploitent le potentiel qui est en elles en matière de leadership. Elles ont les compétences, elles peuvent avoir les compétences, elles peuvent avoir l'information ou l'éducation, mais peut-être qu'il y a une sorte de peur ou il y a une sorte de limitation, peut-être liée à la culture, peut-être liée à la religion, qui font qu'elles n'exploitent pas leur potentiel en entier. Et ça, c'est à nous de les aider à briser cette limite, c'est à nous de briser leur zone de confort, de les pousser à aller au-delà de leur zone de confort, d'apprendre des choses nouvelles ou d'expérimenter des choses nouvelles pour que le leadership féminin revienne un peu à la hauteur par rapport au niveau où il est en ce moment. Mais je ne pense pas qu'il y ait une peur quelconque de quoi que ce soit. Oui, ce qui est plus pratique et ce qui est plus visible sur le terrain dans plusieurs pays aujourd'hui, on a vu, plus les femmes sont impliquées dans le domaine du développement économique, et plus le pays avance. Et je pense qu'il serait temps pour notre pays aussi d'en faire autant, c'est-à-dire se pencher à un développement inclusif, tenant compte de toutes les couches. Absolument. D'ailleurs, si vous permettez, il y a beaucoup de postes de responsabilité. Si on les confie aux femmes, elles savent gérer mieux que les hommes. Moi, je vais vous donner un exemple. Un homme dans son foyer, par exemple, tu as un montant que tu dis, voilà, ce montant-là, c'est ce montant-là que je vais dépenser dans le mois. Si toi-même, l'homme, tu gardes ce montant, tu vas te retrouver à court de ressources en quelques jours seulement. Tandis que si tu définissais le montant que tu voulais donner par jour, tu calcules sur le nombre de jours que tu voudrais donner et que tu donnes cet argent à ta femme ou à ta partenaire, je suis sûr que ces ressources peuvent couvrir la période pendant laquelle vous vouliez que les ressources couvrent. Mais si c'est vous, l'homme, il y a de ces choses que vous ne contrôlez pas. Il y a de ces choses, même si vous, peut-être vous le faites par orgueil ou peut-être par arrogance ou peut-être, ouais, je suis un homme, j'ai envie de le faire. Mais les femmes, elles réfléchissent. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça ne pourra pas avoir un impact sur ça, sur ça? Donc, elles sont plus réfléchies dans certaines choses que nous, les hommes. Donc, je pense que leur donner ce niveau de responsabilité permettrait d'améliorer les choses du point de vue leadership. Ça, je suis absolument certain. Ah oui, voilà, mais comme je l'ai dit, nous, en tant que leaders, nous sommes des leaders et nous ne choisissons pas de mener seulement les hommes. Il faut que nous impliquions les femmes à tous les niveaux, vraiment. Il ne faut pas faire de ségrégation de sorte que les femmes héritent des responsabilités, les responsabilités les moindres, les plus petites. Mais il faut leur donner les mêmes responsabilités que les hommes et mettez-leur à la tâche et vous verrez de quoi elles sont capables. Oui, ça me rappelle et ça m'interpelle à dire ce qu'un monsieur disait souvent. Quand on donne une maison à une femme, elle la rend en foyer. Donc, c'est exponentiel. Ces aides quand on les met en valeur. Maintenant, revenant sur M. Alpha Diallo, déjà, c'est très bon d'entreprendre
C'est très bon de penser au capital, c'est très bon de penser à l'impact. Maintenant, dans notre pays, quels sont les domaines les plus promoteurs en entrepreneuriat? Dans quel domaine on peut facilement entreprendre et avancer? Vous savez, tous les domaines sont propices à l'entrepreneuriat. Il y a ce qu'on appelle sectoriel de développement, d'orientation, de financement et autres. Récemment, la santé et sécurité au travail, l'agriculture, la technologie de l'information et de la communication. Ces dernières années, l'État a plus investi de fonds dans ces secteurs et semble plus parler de son discours de développement à travers ces secteurs. Pourquoi la santé et sécurité? Quand nous disons que nous avons une dizaine ou une vingtaine de sociétés minières en exploitation dans la zone de Bokeh, Bofa et les industries implantées un peu partout dans Conakry et Grand Conakry, vous voyez tout de suite qu'il y a une nécessité de sécuriser les travailleurs et de s'assurer qu'ils aient une bonne santé, une santé professionnelle et une santé qui est dépourvue de tout handicap dans leur retraite. Donc, ce qui fait que la santé et sécurité, si elle est inscrite dans la politique du gouvernement comme étant obligatoire vis-à-vis de toutes les industries et institutions, automatiquement, ça devient un marché d'emploi et un marché des affaires très, très, très grand. Donc, en termes d'agriculture, nous avons vu récemment, il y a combien de millions de dollars que la Banque mondiale oriente à la Guinée pour favoriser le secteur de l'agriculture. Et nous avons 66% des terres qui sont arables. Si je me permets, mais moi je dirais jusqu'à 90% des terres sont arables en Guinée. Et la pluviométrie, elle fait des défauts, mais il faut innover dans le secteur. Il faut innover. Et pour ça, je pense que c'est un secteur très promoteur dans le domaine. Bien vrai que moi, je n'ai pas réussi trop comme ça. Depuis 2 ans, j'ai investi en gingembre sur 1,5 hectare. Mais j'avoue que jusque-là, je pense que j'ai manqué de bonnes ressources humaines, mais je ne sais pas, ça n'a pas donné. Mais l'entrepreneuriat aussi, ce sont les risques. Tu investis, tu perds. Et c'est dans ça que tu apprends mieux à connaître les gens avec lesquels tu travailles. En termes d'aviculture, nous avons vu le gouvernement envoyer jusqu'à 6 millions de poussins qui sont redistribués au sein de la communauté. Les jeunes peuvent s'en approprier pour faire des hangars et des fermes. Donc, il suffit juste d'avoir une bonne zone et vous verrez que ça peut être très florissant. Ça peut donner quelque chose. En informatique, ça, vous avez déjà vu les incubateurs qui sont nés à travers les Sabotec. Vous avez vu des incubateurs de Orange, vous avez vu des incubateurs. Donc, voici ce qui permet de faire savoir que tel secteur est promoteur, tel secteur n'est pas promoteur. Si tu veux te lancer, tu regardes les vannes. Elles sont ouvertes, oui. Mais quel type de vannes sont ouvertes? C'est dans ce secteur que tu te lances. Et nous, les entrepreneurs, nous sommes des opportunistes. On court derrière les opportunités. Je peux tout de suite là, affûter mon entreprise dans un secteur donné et la même entreprise peut être bien orientée dans un autre secteur en vue de bien pouvoir satisfaire les attentes de la clientèle. Ou quand je trouve que cette entreprise dans ce secteur, le marché il est en déclin, donc si le marché est en déclin, je liquide ma société et je me repositionne ailleurs avec une autre formule. Donc ça, c'est l'esprit de l'investissement que je suis moi-même en train de développer, de telle sorte que si un jour je devrais changer de sens de mon entreprise parce que je me sens un peu flexible en termes d'économie, ben alors je liquide la société, je passe à autre chose et à travers une autre société. Un entrepreneur vit ça. Donc, c'est ce que je pourrais dire en termes de promotion actuelle, les domaines qui sont très promoteurs. Merci. Oui, et ce que nous remarquons aussi, des gens, ce n'est pas par miracle ou par chance ou par intelligence, tout ce qu'ils touchent devient de l'or. Donc, ça nécessite, est-ce que ça nécessite un préalable intellectuel ou du relationnel? Je ne sais pas. Parce que c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que vous pouvez me donner voilà, un détail lié à ça? Bon, je sais que ça va paraître absurde peut-être ma réponse, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Les gens vont dire peut-être que c'est pas ça, ils travaillent dur et après ça
marché, mais je vous garantis une seule chose, c'est Dieu. Quand tu as des affaires avant de t'investir, je ne suis pas pour que je puisse toucher quelques prix constamment. De telle sorte que si la chose, elle ne peut pas devenir de l'or, elle ne deviendra pas en tout cas de la boue. Elle finira par être une brique que je pourrais utiliser pour construire ailleurs. Ah oui, ah oui. Voilà, donc c'est ça. Donc, si vous remarquez beaucoup le livre de Napoléon Hill, le deuxième, ça marche. Donc, comme je vous le disais, il faut prier constamment. Constamment, il faut prier de telle sorte que votre prière puisse venir à bout de vos efforts. Si ça ne marche pas comme ça, vous aurez une bonne brique parce qu'on ne perd jamais. Nelson Mandela. Donc, vous pouvez utiliser la même brique pour construire ailleurs et vous continuez. Un entrepreneur, il peut échouer jusqu'à 10 fois pour pouvoir réussir en un seul pas. Donc, ne pensez pas que tout ce qu'il touche, ça devient de l'or tout de suite. Vous allez tomber, vous relevez, tomber, vous relevez, tomber, vous relevez. Et c'est ce qui fait la beauté du domaine. C'est parce que chaque jour, tu es dans une perpétuelle quête d'achèvement, une perpétuelle lutte de gain. Et tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir parce que tu te dis, il faut que je gagne cette fois-ci encore, j'ai un gros coup à assurer. Donc, c'est ça. Et si tu n'es pas aussi trop déterminé à vivre une vie dynamique comme ça, je te conseille de chercher un bon boulot où tu seras bien payé, où tu auras le stress de te réveiller à 6 heures et d'aller revenir à 20 heures chez toi. Parce que des fois, ton fond va être sec. Tu n'auras rien. Hein? Et puis, tu ne peux pas aussi en prendre de l'argent près de quelqu'un parce qu'ils diront tu entreprends. À moins que tu aies des gens trop proches de toi qui peuvent comprendre de tels sujets. Ils diront que tu entreprends, on ne peut pas te passer de l'argent. Donc, c'est ça, en fait, qu'il touche devient de l'or. Non, mais tout ce qu'il touche, s'ils le font avec cette foi et une conviction, en ce qui me concerne, ça aboutit toujours à de l'or. C'est ça. Donc, l'entrepreneuriat, je retiens tout ça, c'est suite à des chaînes de cascades. Des personnes tombent et tombent et tombent et se relèvent enfin. Et le plus souvent, les débutants voient ça en occasion unique. On comprend bien cette intervention-là. Et je pense que ceux qui auront la chance d'écouter ce live-là, n'est-ce pas, auront tiré beaucoup de bénéfices, n'est-ce pas, des différentes interventions abattues. Mais je rappelle aussi le fait que les gens veulent se cantonner à une position unique, c'est-à-dire une position salariale, à ne pas sortir de leur zone de confort, leur créer un souci majeur. Comme je rappelle dans un passage du Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre, on dit le salaire, c'est la voie la plus sûre vers la pauvreté. Donc, il n'est pas dit que, voilà, telle personne avec tel salaire, non. On a des personnes qui ont des salaires gigantesques, donc une année de salaire peut, voilà, construire leur vie. Mais la philosophie, c'est quoi? C'est d'encourager les jeunes, surtout les jeunes, à entreprendre dans des secteurs promoteurs. Je pense qu'on tire vers la fin de cette session-là et j'espère qu'elle ne sera pas la toute dernière, une occasion pour moi de dire merci à tous ceux donc, qui ont voulu participer, qui n'ont pas eu la chance, et aussi ceux qui ont participé là. Et un remerciement particulier aux trois panélistes, notamment M. Abdou Salam Diallo, qui est déjà un responsable achat et procurement. C'est Barry, avant de clôturer. Oui, allez-y. Oui, M. Diallo, allez-y. Donc, M. Barry, avant de clôturer, j'avais juste voulu que vous partagiez le document que je vous ai donné par mail là. Alors, je disais? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Donc, je vous propose de partager le document parce qu'il peut aider. Et à la dernière partie, j'ai parlé des astuces de la réalité du monde des affaires en 15 points. Oui. Et j'aimerais vraiment que les gens y prennent connaissance de ces astuces aussi. Parce que s'ils pensent qu'ils peuvent entreprendre à 0 francs, oui, c'est ça. Donc, s'ils pensent qu'ils peuvent entreprendre à 0 francs, je vous dis juste de faire doucement, les secteurs ne sont pas les mêmes. Et puis, ce qui reste clair, vous n'entreprendrez pas à 0 francs. Donc, et j'appelle toujours, avant que vous ne clôturez, au plaidoyer par lequel j'ai commencé, l'État n'a qu'à mettre en place un fonds national pour les jeunes, afin que les jeunes puissent aller prendre de l'argent auprès des banques qu'ils vont investir.
Si toutefois leur retour sur investissement n'arrive pas à terme selon les clauses qu'ils ont avec la banque peut saisir l'État. L'État paye pour les personnes en question et l'État trouve une formule comment récupérer son argent auprès de son citoyen ou auprès du business de son citoyen. Donc, c'est ce que je conseillerais. Ça peut être plus rassurant et vous verrez bientôt, en moins de 5 ans, vous allez voir des gens qui peuvent faire ce que Dangote a fait au Nigeria. Je vous promets ça. Oui, c'est aussi possible en Guinée. Merci. Hein, plusieurs Dangote en Guinée, c'est aussi possible. Voilà. Monsieur Salam, si vous avez un mot de la fin avant de clôturer la session. Et moi, je vais tout juste vous remercier et d'encourager tout le monde de réfléchir à ce qui est mieux, pas pour soi, mais pour soi et les autres, pour tout le monde. C'est la première notion de leadership et de travailler toujours à ce que demain soit meilleur. Et merci aux organisateurs, aux participants, aux panélistes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter via les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, et pourquoi pas par email. Et M. Barissi, vous trouvez l'opportunité de partager nos contacts pour ceux qui seraient intéressés. Ce sera un plaisir de continuer la discussion de quelque manière que ce soit. Merci beaucoup. Ok, je ne manquerai pas. Monsieur Alassane Diallo, peut-être une dernière intervention du côté de Kamsa, si vous nous entendez. Alassane Diallo, vous êtes là? Donc, je crois qu'il ne nous reçoit pas. Donc, c'est un honneur de vous avoir ce matin. Espérons vous inviter pour les sessions à venir dans le cadre d'un impact massif pour notre pays et pour d'autres jeunes. Donc, je vous encourage personnellement et je vous félicite et je vous souhaite le meilleur dans nos différentes activités. Et sur ce, merci beaucoup et que Dieu fasse que nous nous retrouvions le plus tôt possible. Merci, à bientôt.